Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Je suis heureuse de partager avec vous mes outils, mes recherches et mes expériences de thérapeute pour glisser des bulles de bonheur dans votre quotidien. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, dans notre épisode 277, ce 3e épisode de notre mini-série sur l'attachement, nous allons explorer comment, dans nos vies de couple, nos styles d'attachement se réactivent de manière très concrète. Pourquoi certains ont besoin de proximité constante, d'autres prennent leur distance et d'autres encore savent trouver un équilibre rassurant. Nous verrons également à la fin comment une carte de 2 minutes de bonheur en couple peut vous aider à trouver de la sécurité affective dans votre couple. Allez hop, c'est parti. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Pourquoi après une dispute, certains couples arrivent à se dire pardon et à repartir plus fort, alors que d'autres s'enferment dans le silence ou la rancune? Pourquoi moi, quand je traverse une période difficile, je sais que je peux appeler mon ami et je repars apaisée, alors que ma collègue me confie qu'elle n'ose jamais demander de l'aide? Et pourquoi ma sœur me dit qu'elle se sent tellement en sécurité avec son compagnon qu'elle peut être pleinement elle-même sans peur d'être jugée? Et là, ça me chicote. Qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce qu'il est vraiment possible de guérir de ces insécurités et de construire un attachement plus sécure? Effectivement, c'est bien ce que nous allons voir au cours de cet épisode. Commençons par préciser la différence entre l'amour et l'attachement. Selon Michel Delage, psychiatre français, l'amour est souvent lié au désir et à de fortes excitations. Le plaisir de l'amour a un support biologique. En effet, la phényléthylamine est sécrétée en grosse quantité de façon éphémère quand nous sommes amoureux. Elle est responsable de l'état d'euphorie dans lequel nous nous trouvons. L'attachement, lui, relève de la construction. Il ne naît pas d'emblée. C'est la répétition de la relation dans un contexte stable qui permet que l'attachement se fasse. L'attachement répond à un besoin, contrairement à l'amour qui répond à un désir. Je trouve cette phrase particulièrement importante. L'attachement répond à un besoin, contrairement à l'amour qui répond à un désir. Biologiquement, l'attachement sécrète de l'ocytocine et de la vasopressine. D'ailleurs, il est possible que certains d'entre nous ayons du mal à nous engager. Et c'est surtout le cas quand nous ne nous sentons pas en sécurité ou que nous avons du mal à répondre aux attentes de l'autre. Alors, dans la vie de couple, au début de la relation, vous le savez, les partenaires ont envie de passer du temps ensemble, de se retrouver le plus possible pour échanger joie et peine, celle du présent comme celle du passé. Ils imaginent l'avenir, ce qu'ils ont envie de mettre en place pour accomplir leurs projets. La vie est belle. Et puis, arrive une autre phase. Les partenaires vont prendre un peu d'autonomie, plus ou moins en fonction des personnes, et ils vont davantage s'ouvrir sur l'extérieur. Investissement pro, sortie en amis, activités sportives, etc. Et là, nous retrouvons 2 composantes bien connues en attachement, proximité et éloignement. 2 à 3 ans semblent nécessaires pour que le conjoint devienne une figure d'attachement principale. Évidemment, ça ne se substitue pas aux parents, en fait, ça s'ajoute. Et dans tout ça, bien sûr, les systèmes d'attachement construits avant cette relation influencent la relation entre les partenaires. Rappelons que le système d'attachement est un schéma en réaction aux situations de stress et que la façon dont il s'est inscrit en nous avec nos premières figures d'attachement se répète bien souvent dans le couple. Donc, en situation de stress, ça va susciter chez les partenaires des comportements sécures qui enjoignent à chercher ensemble des solutions ou des comportements insécures avec des réactions évitantes, ambivalentes ou perturbées. De ce fait, nous oscillons tous à différents moments et en fonction des situations entre plusieurs types de comportements. Les frontières sont poreuses. Par exemple, face à un stress intense, il peut arriver que nous réagissions de façon craintive avec des attitudes extrêmes comme une colère débordante ou quitter la relation en boudant, voire même remettre en jeu cette relation qui pourtant nous est si chère. Une personne à tendance sécure peut utiliser en couple des stratégies d'évitement ou d'hyperactivation anxieuse, tout comme une personne à tendance préoccupée peut apprendre à se sentir plus sécure. Alors vous me direz, mais c'est quoi un couple avec des représentations sécures? Alors dans ces couples-là, la relation s'envisage avec sérénité, car elle se construit sur des modèles positifs de soi et de l'autre.
Le partage des émotions se fait avec confiance. Et là, j'ai envie de reprendre Michel Delage qui nous donne une bonne définition de la satisfaction conjugale. Pour lui, c'est la capacité à chacun, dans le couple, à reconnaître et à comprendre les états affectifs de l'autre et à modifier ses réponses en fonction des attentes de l'autre. Comme vous l'imaginez, les places de celui qui exprime ce qu'il ressent ou ce qu'il vit et celui qui répond aux attentes sont interchangeables. Une forme d'équilibre s'installe entre donner et recevoir. Un lien affectif confiant et serein se développe. Proximité et éloignement se gèrent bien. Chacun est accueilli et respecté dans ses différences. La sexualité de ces couples est souvent harmonieuse et variée. Les tensions, inévitables dans tous les couples, peuvent réactiver des zones d'insécurité. Le coping, ou la capacité à faire face, est souple et empathique. De l'écoute des ressentis de l'autre à l'auto-observation, le tout pour certains avec un brin d'humour, permet de sortir de manière constructive de ces moments tendus. Un autre point fondamental est que tous ces passages délicats vécus par le couple ne remettent pas en doute, voire ne mettent pas en danger le lien entre les partenaires. Alors imaginons ces couples en train de dialoguer. Lundi, je me suis sentie blessée par ce que tu as dit hier. Réponse du conjoint. Merci de me le dire, je comprends. On peut en parler pour que ça n'arrive plus. Dans ce couple, pas de peur de perdre l'autre, pas de fermeture. Il y a accueil et recherche de réparation. Allez, je change de regard. Revenons donc à l'attachement insécure, donc dans le couple. Alors rappelez-vous, il y a 3 types d'attachement insécure. L'attachement qui dans l'enfance s'appelle ambivalent, qui va s'appeler préoccupé à l'âge adulte, l'attachement évitant dans l'enfance qui va devenir détaché à l'âge adulte, et l'attachement désorganisé dans l'enfance qui va devenir craintif à l'âge adulte. Alors, démarrons par l'attachement insécure de type préoccupé dans le couple. Imaginez cette scène. Tu m'as pas écrit de la journée, je croyais que tu ne pensais plus à moi. Mais non, j'étais juste débordée au travail. Vous reconnaissez ce tableau ? Dans ce genre d'échange, l'un réclame une réassurance et l'autre ne comprend pas l'intensité de cette attente. Celui qui a développé dans l'enfance des représentations insécures de type ambivalent, que l'on dit ensuite préoccupé chez l'adulte, a peu de confiance en lui. De ce fait, son besoin d'attachement va vite se réactiver. Il attend d'être rassuré par son partenaire. Il cherche sa sécurité à l'extérieur, dans le regard de l'autre. Il est tributaire du comportement affectif et relationnel de son partenaire. Il a tendance à se dévaloriser, à pointer ses imperfections et espère de son partenaire affection, soutien, disponibilité et réconfort. Pour ces personnes, la différenciation reste compliquée. De ce fait, la figure d'attachement principale, parent ou beau-parent, est parfois un peu trop présente. Cette différenciation compliquée empêche aussi de différencier ses émotions de celles de son partenaire. Du coup, la flexibilité de comprendre et d'aller et venir entre les points de vue est difficile. Les conflits sont aussi des terrains très sensibles. Le sujet de discorde est vite perdu de vue au profit de la mise en doute de la relation, puisque la tension est source d'insécurité. Enfin, dans l'intimité, les gestes tendres et la sexualité deviennent des baromètres de sécurité. Une soirée câline est vécue comme une preuve d'amour. Par contre, une période de distance, de fatigue ou de stress, et ça arrive, peuvent être interprétées comme une menace pour la solidité du couple. Dans le couple, cette recherche de sécurité se traduit de manière plus ou moins forte en fonction de la réponse apportée par le partenaire. Colère, cris, menaces, chantage sont des expressions d'insécurité. Ces personnes ont du mal à moduler leurs affects négatifs. Un week-end de boulot sans donner de nouvelles déclenche le petit vélo. « tu pourrais m'appeler, j'ai cru qu'il t'arrivait quelque chose. » Une baisse d'attention dans les gestes du quotidien. « Ah, c'est sûr, tu m'oublies. » Le silence fait mal. Un message qui reste sans réponse, un appel ignoré, un retard sans explication. Même un simple « je te rappellerai plus tard » oublié peut suffire à enclencher un tourbillon d'angoisse. Le fait que l'autre passe beaucoup de temps concentré sur son travail déclenche des « mais je suis sûre que tu as rencontré quelqu'un, à vous, mais à vous !» Toutes ces preuves de désintérêt sont le terreau de la jalousie. Cette insécurité peut même aller jusqu'à des troubles somatiques ou dépressifs.
En résumé, tout ce qui ressemble à une absence, un silence ou un signe de retrait est vécu comme une insécurité. La stratégie de protection de ces personnes consiste à réclamer, à insister, à se montrer sous un jour négatif et à multiplier les signaux pour s'assurer que l'autre est toujours bien là et que le lien est toujours bien présent et sécure. Alors regardez, qu'est-ce qui se passe du côté de l'attachement insécure de type détaché dans un couple. Imaginez cette scène. Lundi. Pourquoi tu ne me dis jamais ce que tu ressens? Et l'autre répond. Parce que ça sert à rien. Puis c'est pas si important, de toute façon, tout ça, ça va bien passer. Voilà un échange typique. L'un cherche la proximité, l'autre se protège derrière une carapace. C'est toute la dynamique d'une personne avec un comportement détaché, que l'on nomme évitant dans l'enfance. Celui qui a un état d'esprit détaché a peu confiance en lui et pense que son partenaire ne pourra pas répondre à ses attentes. Il se dit que s'il montre ses émotions à son partenaire, il risque d'être déçu, donc il se tait. Pour se protéger contre les risques de détresse, il refuse, minimise ses émotions, les met de côté, change de sujet ou rejette les fautes sur un autre. Il se met donc en retrait. Les compliments se font rares vis-à-vis de leur partenaire. Les je t'aime aussi. Les gestes de tendresse sont limités et les décisions sont souvent prises seules, sans prévenir le partenaire. Résultat, le conjoint peut se sentir invisible, négligé ou se sentir comme quantité négligeable. Et que se passe-t-il quand le conflit éclate? Un ton de voix élevé, une demande d'engagement supplémentaire ou le fait qu'un oubli soit interprété comme un manque d'amour sont autant de situations qui réveillent son insécurité. Sa réaction naturelle est alors de se replier, de se fermer en espérant que ça va passer. Il évite évidemment l'affrontement, se tait, met la poussière sous le tapis jusqu'au jour où la marmite déborde et ça explose. Et dans l'intimité, me direz-vous. Pour les personnes de type détaché, les gestes de tendresse trop intenses ou trop fréquents, ou encore une sexualité vécue comme une obligation, peuvent déclencher un besoin de fuite. Car se rapprocher physiquement, c'est aussi risquer de se laisser envahir par des émotions que ces personnes préfèrent tenir à distance. Alors, pour ne pas être submergées, ces personnes-là préfèrent souvent garder leur distance. Chez ces personnes, certains déclencheurs reviennent souvent et réactivent leur besoin de prendre de la distance. Ça se joue d'abord dans la communication. Lorsqu'on leur demande sans cesse de partager ce qu'ils ressentent ou quand on insiste pour parler d'un problème tout de suite sans leur laisser le temps de souffler. Dans ces cas-là, ils peuvent se sentir envahis. Ces personnes-là ont souvent besoin d'un peu de temps. Même pour des questions simples du genre « à quoi tu penses ?», ça peut être vécu comme quelque chose de très intrusif. Dans la vie quotidienne, les attentes implicites d'un partenaire peuvent aussi devenir des sources de tension. Recevoir régulièrement des compliments, organiser des moments romantiques, donner des preuves d'amour fréquentes, tout ça, pour ces personnes détachées, peut vite ressembler à une pression, comme si son espace personnel disparaissait. En résumé, tout ce qui menace son indépendance ou ce qu'il perçoit comme une intrusion dans son monde intérieur peut réactiver son système d'attachement. Sa stratégie de protection, c'est alors de se mettre à distance. Qu'en est-il de l'attachement insécure de type craintif dans le couple? En cas de tension ou de stress, ces personnes oscillent entre deux extrêmes. Parfois, elles enfouissent leurs émotions sous le tapis comme si de rien n'était. Parfois, elles se laissent complètement déborder, explosant sous le poids de la colère, du désespoir ou de la peur. Cela correspond au type insécure désorganisé dans l'enfance. Leur dialogue reflète bien ce paradoxe. L'un dit « J'ai tellement besoin de toi, mais en même temps, j'ai peur que tu me fasses souffrir. » Et la réponse souvent déconcertée du conjoint qui dit « Je ne sais pas et je ne sais jamais ce que tu veux, que je sois là ou est-ce que tu veux que je parte ?» C'est une forme d'incohérence permanente, vouloir à la fois la proximité tout en craignant d'être blessé. Dans la vie amoureuse, cette ambivalence se traduit par des relations souvent tumultueuses. La sexualité peut être instable, parfois recherchée avec
intensité, parfois évitée ou inexistante, car elle réveille trop d'émotions de vulnérabilité. Le conjoint d'une personne au style craintif peut vite perdre pied face à ces réactions changeantes et parfois incompréhensibles. Les déclencheurs sont souvent liés à cette ambivalence intérieure, à la fois ce besoin intense de proximité et cette peur tout aussi forte d'être blessé. Dans la communication, tout ce qui ressemble à une contradiction est difficile à gérer. Par exemple, un mot tendre, suivi d'une absence de nouvelles, une promesse non tenue, ou un geste d'affection qui se transforme en critique peuvent réactiver la peur d'être trahi. L'incohérence est vécue comme une menace majeure. Dans le quotidien, les déclencheurs sont variés. Un partenaire qui s'approche trop vite peut réveiller la peur d'être envahi. Un partenaire qui prend ses distances peut réveiller la terreur d'être abandonné. L'ambivalence se rejoue sans cesse. Je veux que tu sois là, mais pas trop. Et surtout, ne pars pas. Les conflits sont particulièrement difficiles. Une dispute, même légère, peut être vécue comme un rejet définitif ou comme une preuve que la relation est dangereuse. La réaction est alors imprévisible. Soit une explosion émotionnelle, colère, désespoir ou un retrait complet, comme si plus rien n'existait. L'intimité, enfin, est un déclencheur important. Les moments de rapprochement peuvent à la fois nourrir le besoin de lien et réveiller des souvenirs de douleur ou de trahison. La sexualité est donc parfois recherchée intensément comme un ciment du couple, puis évitée comme une menace insupportable. En résumé, ce qui réactive cette insécurité, c'est moins la proximité ou la distance en soi que l'incertitude permanente. Ne pas savoir si l'autre est un refuge ou une menace. Cette confusion rend les relations à la fois intenses, chaotiques et souvent bien difficiles à décrypter par le partenaire. Le sujet est tellement vaste, tellement intéressante que c'était impossible d'en faire un seul podcast. Du coup, nous allons découvrir dans notre épisode, donc 278, qu'est-ce qu'il se passe quand des insécures se rencontrent dans un couple. Et hop, je me lance. En résumé, l'activation du système d'attachement dans un couple, 1, varie en fonction des circonstances et ne sont pas figées. 2, peut mener à des schémas de disputes récurrents. 3, bien comprises, les incompréhensions peuvent devenir, pour le couple, un lieu de réparation. La petite pause de la semaine nous vient de Savario Tomasella, qui nous suggère sagement que nous répétons ce que nous n'avons pas réparé. À vous de jouer, chers auditeurs. La carte de 2 minutes de bonheur en couple, cette semaine, vous demande: quand nous nous disputons, qu'est-ce qui m'aide à me calmer? 1. Que tu m'écoutes sans m'interrompre. 2. Que tu reconnaisses mes émotions, même si tu n'es pas d'accord. 3. Que tu acceptes qu'on fasse une pause avant de continuer la discussion. 4. Que tu me prennes la main pour me rappeler que tu tiens à moi malgré la tension. Alors, en couple, écrivez vos réponses sur une carte ou sur un papier et échangez-les avec votre chéri. Relisez-les ensemble et gardez-les comme un kit de réparation pour vos prochaines disputes. Cet exercice aide à transformer les moments de tension en occasion de compréhension mutuelle. Car se disputer, c'est normal. Cependant, savoir se réconcilier, c'est essentiel. Alors nous venons de voir comment nos blessures d'attachement peuvent compliquer nos relations, créer des tensions, des insécurités ou des schémas répétitifs douloureux dans les couples. La bonne nouvelle, c'est que rien n'est figé. Alors dans notre prochain épisode, oui, nous allons continuer à explorer ce qui se passe dans les couples, mais en plus, nous allons aller à la découverte des chemins possibles vers un attachement plus sécure. Quelles sont les attitudes, quels piliers, quelles pratiques peuvent nous aider à transformer nos liens et à construire des relations plus confiantes et plus joyeuses. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Laissez un commentaire et partagez ce podcast à vos amis pour leur envoyer des bulles de bonheur. Pour recevoir les prochains épisodes, inscrivez-vous à la newsletter sur 2minutesdebonheur.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook ou Instagram en cherchant 2 minutes de bonheur. Et désormais, retrouvez aussi la version vidéo sur notre chaîne YouTube 2 minutes de bonheur. Bulle de Bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.